ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation associe les partis politiques au processus de relecture du code électoral burkinabé. Les représentants des partis politiques ont été invités à prendre connaissance du texte provisoire et d'y apporter des amendements. Le tabac, un problème de développement, c'est le thème de la journée internationale sans tabac commémorée aujourd'hui 31 mai. Pour marquer cette journée, les acteurs de lutte contre le tabagisme ont pris des initiatives pour sensibiliser les populations et interpeller les décideurs politiques sur les dégâts causés par ce phénomène, dont le taux de prévalence est d'environ 20% au Burkina Faso. Et puis c'est demain 1er juin que débute l'examen du BEPC, le brevet d'études du premier cycle au Burkina Faso. À la veille de cet examen, certains candidats affichent leur sérénité pendant que d'autres sont dans les dernières révisions. Du côté des centres d'examen, l'on s'attelle pour que cet examen se déroule bien. Constat à Ouagadougou dans cette édition. À l'étranger, la capitale de l'Afghanistan a connu ce mercredi un attentat qui a fait au moins 90 morts. L'explosion s'est produite dans le quartier diplomatique de Kaboul. Pour l'heure, aucune revendication n'a été faite à la suite de cette explosion. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que plusieurs dossiers étaient sur la table du Conseil des ministres de ce 31 mai. Le Conseil a adopté un décret en vue de combler le déficit d'huissiers de justice au Burkina Faso. Le Conseil s'est aussi penché sur l'accord trouvé entre le gouvernement et les syndicats des agents du Trésor. La question de la qualité du service public a également été abordée à ce Conseil des ministres, dont voici le résumé avec Alidou Badzini et Mounira Keri. Pour plus de professionnalisme et d'engagement dans le respect des règles d'éthique par les agents de l'administration publique, le Conseil a adopté un rapport relatif à la charte de qualité du service public. C'est notamment les droits et les obligations de l'usager du service public. C'est également les règles de conduite de l'agent de service public. Et là, ça prend en compte la neutralité politique, les conflits d'intérêts, la déclaration des biens. On estime que cette charte-là, lorsqu'elle va être entièrement mise en valeur, va rehausser la qualité du service public. Plusieurs villes du Burkina sont en manque d'huissiers de justice, une insuffisance qui sera bientôt comblée car à ce traditionnel conseil, un décret portant création de charges et nomination d'huissiers de justice est adopté. Un compromis est trouvé entre les syndicats autonomes des agents du Trésor du Burkina et le gouvernement depuis le 29 mai dernier. Pour le ministre en charge de la fonction publique, c'est le dialogue social qui a triomphé. Nous n'avons pas accédé à la requête d'un statut autonome des agents du Trésor. Également, nous n'avons pas voulu qu'on s'avance vers un régime indemnitaire spécial des agents du Trésor. Même si certaines indemnités ont été réévaluées au niveau de la répartition de ce fonds commun, nous avons accepté que certaines allocations internes au Trésor puissent faire l'objet d'une redistribution au profit des agents. Et donc, le montant global affecté à ce fonds commun pourrait être mis globalement à la disposition des agents. Le gouvernement insiste sur la nécessité d'améliorer la qualité de l'éducation et la formation professionnelle au Burkina. Le Conseil a aussi adopté le plan sectoriel d'éducation et de formation 2017-2030. Sika Kaboré, la nouvelle ambassadrice de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes à la famille et à l'enfant, était hier en audience avec le Premier ministre. Désignée par le comité interafricain, elle est allée expliquer sa mission à Paul Kabat-Seba. Elle était accompagnée par la Coréenne, également désignée par le CIAF pour la même cause. Pawadrogo Jansongo, Nathalie Sawadgo Nabaloum. La nouvelle ambassadrice de bonne volonté du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants est venue présenter son attestation au Premier ministre Paul Kabat-Seba et recueillir, dit-elle, ses bénédictions et ses conseils pour la réussite de sa mission. Être ambassadrice du CIAF en ce qui concerne la lutte contre la pratique de l'excision, c'est la mission de travailler à l'éradication de cette pratique, de mettre tous les moyens à ma disposition, à la disposition du CIAF en œuvre pour éradiquer complètement cette pratique, aussi bien en Afrique que dans tous les pays où l'excision se pratique toujours.
Le Premier ministre nous a encouragés. Le Premier ministre est partie intégrante lui-même à cette lutte. Et il promet se mettre à notre service en tant que de besoin pour que nous puissions réussir la mission qui vient de nous être confiée. Une occasion pour Sika Kaboré de présenter Kim Nam-hee, distinguée également comme ambassadrice de bonne volonté du CIAF. La fondation de Madame Kim Nam-hee œuvre pour la paix et lutte contre les mutilations génitales féminines. Mais auparavant, c'est le président de l'Assemblée nationale qui lui a ouvert ses portes. Les deux ambassadrices ont été reçues par le premier vice-président et une forte délégation des femmes de l'hémicycle qui les a rassurées quant à leur disponibilité à les accompagner dans leur mission. Au lendemain du scrutin municipal partiel et complémentaire, les acteurs concernés par les questions d'élection se lancent sur un autre chantier, celui de la relecture du code électoral du Burkina Faso. Sur le sujet, hier, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a rencontré les représentants des partis politiques. Il leur a soumis la version provisoire du nouveau code électoral pour amendement. Roger Kam, Aboubakar Sayon. Dans ces clés USB mises à disposition des représentants des partis politiques, l'avant-projet du nouveau code électoral. Le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation attend en retour les observations et les amendements des acteurs politiques. Une démarche inclusive dont l'objectif est l'élaboration d'un code électoral consensuel qui sera à l'abri des révisions et des contestations. Les enjeux socio-économiques et politiques des élections, qu'elles soient nationales ou locales, engagent fortement. On ne peut faire l'économie de vos observations, remarques, suggestions, propositions et amendements que vous jugerez utiles pour la rédaction d'un code qui constitue un gage solide de sécurisation et de stabilisation des processus électoraux au Burkina Faso. Le document a déjà été amendé par le Conseil constitutionnel, la CENI, le Conseil supérieur de la communication, les ministères en charge de la justice et des finances, ainsi que le CEFOP et la majorité présidentielle. Ils se sont tenus au grand regroupement des partis, à savoir la mouvance présidentielle et le CEFOP, mais il y a lieu de le marteler. Il n'y a pas que ces deux entités-là qui sont des animateurs de la vie politique. Nous allons faire parvenir nos observations et amendements au ministère. Les partis politiques ont un délai d'une semaine pour faire leurs amendements car la relecture du code électoral se fait également dans la perspective de l'organisation du référendum sur la constitution de la Ve République. Selon le ministère en charge de l'administration territoriale, cette relecture était nécessaire car l'ancien code ne comporte aucune disposition relative à l'organisation d'un référendum. En 2013, le Burkina Faso a adhéré à la stratégie de gestion axée sur les résultats du développement. Aujourd'hui, les experts de cette politique de gestion reconnaissent son importance et souhaitent sa vulgarisation. Désormais, c'est chose faite puisque le gouvernement, à travers une déclaration, s'est engagé à promouvoir la stratégie de gestion axée sur les résultats dans l'administration burkinabé. Plus de précisions avec Yacouba Gamene et Maïmouna Traouri. C'est une rencontre pour sensibiliser les leaders politiques et administratifs, ceux du secteur privé et de la société civile, à l'importance de la gestion axée sur les résultats pour le développement et à la nécessité de favoriser la mise en œuvre d'initiatives à résultats rapides. Le mécanisme a produit des résultats positifs dans des pays comme le Madagascar. Dans le Conseil, il y a plusieurs éléments. C'est d'abord dire qu'il y a une obligation de rendre compte. Le deuxième élément, c'est l'aspect aussi de l'utilisation rationnelle des ressources. Et le troisième élément, c'est dire que autant nous avons des résultats à atteindre dans un délai donné, avec des ressources que nous allons mettre en branle, c'est aussi réaliser des résultats à impact rapide et visible par les populations. Le Burkina Faso a adhéré au processus en 2013 et bénéficie de l'appui de la Banque africaine de développement. Dans une échelle de 1 à 5, nous sommes proches de 4.
Donc je crois que des actions sont importantes qui ont été engagées au Burkina Faso. Et au niveau du plan national de développement économique et social, ce n'est pas des engagements et des objectifs vagues. On a dit exactement ce que nous voulons réaliser à l'horizon 2020. La Banque africaine de développement souhaite aussi voir des résultats parce que ce n'est pas juste une banque commerciale qui fait du business quand elle fait des prêts. C'est une banque de développement. Donc lorsque le conseil d'administration de la banque approuve un prêt au Burkina Faso ou à un autre pays, il souhaite que les résultats soient tangibles. Par la signature de cette déclaration, le Burkina Faso s'engage à promouvoir la culture des résultats à tous les niveaux de l'administration. Les aménagements et autres projets qualifiés d'utilité publique ou d'intérêt général affectent très souvent les populations des zones concernées. Le gouvernement burkinabé est à la recherche d'un référentiel national d'indemnisation de ces populations. Un groupe interministériel a été mis en place pour proposer ce référentiel qui devra préciser les conditions pour bénéficier de cette indemnisation. Plus de précisions avec Alidou Badzini et Moumouni Soubeyga. La mise en œuvre des grands chantiers de réalisation des travaux d'aménagement et des projets d'utilité publique ou d'intérêt général ne se passe pas sans difficulté. Elle entraîne le plus souvent des manifestations des populations qui réclament une indemnisation. Pour en finir avec cette situation, un groupe de travail interministériel a été mis en place par le gouvernement pour définir un référentiel national d'indemnisation de ces personnes affectées. Vous savez, c'est normal lorsque on doit mettre en place un projet, par exemple des barrages et même pas mal d'autres choses. Il y a même le secteur minier également. Lorsque vous devez déplacer des populations, bon, c'est pas toujours simple. Lorsque, en tout cas, c'est pas bien encadré, ça pose énormément de problèmes. Alors donc, je pense qu'avec ce document, en tout cas, bon, l'intérêt général sera pris en compte. La présente rencontre réunit des représentants des départements ministériels, des parlementaires, des OSC, des ONG, des collectivités et des partenaires techniques et financiers. Ils ont pour mission d'enrichir et d'adopter le référentiel. Un référentiel qui doit prendre en compte les grilles et les barèmes, le contexte et les conditions d'indemnisation. La vision du gouvernement, c'est d'indemniser à juste titre les personnes affectées et d'éviter les revendications qui affectent le climat social et la mise en œuvre des projets de développement. Autre point de l'actualité, aujourd'hui 31 mai, la communauté internationale commémore la journée sans tabac. Le tabac, une menace pour le développement, c'est sous ce thème que cette journée est commémorée cette année. Elle est une occasion pour les acteurs de lutte anti-tabac de sensibiliser une fois de plus les populations et d'interpeller les décideurs politiques sur les dégâts causés par le phénomène du tabagisme. Roger Bembamba et Yolande Lompo. Au Burkina Faso, l'on multiplie des initiatives pour interdire toute forme de publicité liée au tabac. Car le tabagisme a de plus en plus un visage jeune, selon un rapport de l'OMS datant de 2012. Si rien n'est fait, dans les pays en voie de développement, d'ici à 2030, l'on aura 8 millions de décès par an. Les traitements qui existent sont efficaces. Ce qui est nouveau au niveau du Burkina, c'est cette unité de sevrage tabagique qui va maintenant proposer une prise en charge assez spécifique et adaptée. À la date d'aujourd'hui, nous avons 27 patients qui sont déjà venus dans ce centre après moins de 30 jours de fonctionnement. Malheureusement, nous nous rendons compte que les gens viennent avec déjà des pathologies liées à la consommation du tabac. Il faut les aider à arrêter de fumer, mais en plus, il faut prendre en charge les pathologies qu'ils développent déjà. Produit dangereux, le tabac comporte plus de 4000 substances toxiques. Plus de 60 d'entre elles sont cancérogènes. Et Moumouni Ouedraogo, qui fumait en moyenne 2 paquets par jour depuis l'âge de 19 ans, en a pris conscience en 2004. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, célébrée le 31 mai de chaque année, une caravane sillonnera les artères de la ville de Ouagadougou pour sensibiliser les populations. Le tabagisme constitue la première cause évitable de décès dans le monde et représente une menace pour le développement. Et l'on estime que 50% des dépenses des ménages les plus pauvres au Burkina Faso lui sont attribuées.
Et au Burkina Faso, le phénomène du tabagisme prend des proportions inquiétantes avec actuellement un taux de prévalence d'environ 20%. Une initiative est née dans l'espoir de faire baisser ce chiffre. Il s'agit de la création de cette unité de sevrage tabagique, une unité logée au CHU Yalgado Ouedraogo. Découvrons son fonctionnement avec Kosun Koulibaly et Maïmouna Traori. Cet homme fume 30 à 40 cigarettes par jour. Il l'a avoué au centre de sevrage tabagique. Pato Zongo a commencé à fumer par plaisir. Aujourd'hui, c'est son souci majeur. Dans son entourage, les cas de décès dus au tabagisme l'inquiètent. Mais ses tentatives d'abandonner ce qu'il appelle désormais un vice demeurent vaines. Par le biais d'une radio de la place, il apprend l'existence de ce centre. Je vois des gens mourir autour de moi. Quand je travaille, je me fatigue très vite. Cela est certainement dû à la cigarette. Il est temps pour moi de cesser de fumer. Contrairement à Pato Zongo, ce patient a pu cesser de fumer de lui-même. Dans la journée, je ne fume plus. Moi, mon problème, c'est la nuit. Là. Comme la nuit, je travaille dans une boîte de nuit. Donc, si j'arrive seulement les amis qui fument, s'ils me donnent crasse seulement là, c'est déclenché. Je peux fumer jusqu'à demain matin. Au centre de sevrage tabagique, la prise en charge commence avec l'évaluation de la dépendance du patient au tabac. Vous êtes reçu soit par un infirmier et vous êtes référé vers un médecin qui va vous recevoir et évaluer votre dépendance au tabac et voir maintenant quelle stratégie on va mettre en place pour vous accompagner dans votre décision d'arrêter de fumer. Soit ce sera un accompagnement avec des médicaments à prendre, soit ce sera sans médicaments, tout dépend du degré de dépendance. Et c'est à partir de cet instant que commence le sevrage proprement dit. En fonction du nombre de cigarettes fumées par jour, par exemple, on va estimer le nombre de gommes ou de patchs qu'on met sur la peau pour aider la personne donc, à ne pas ressentir ce besoin de fumer. Et on accompagne la personne, puisqu'il faut l'accompagner pendant 12 mois, avant d'être sûr qu'elle a quitté donc, le cycle de la dépendance au tabagisme. La prise en charge peut aller au-delà du sevrage si le patient présente une pathologie liée au tabagisme. Au Burkina Faso, la prévalence du tabagisme est d'environ 20% et ce taux pourrait s'accroître. Ce centre se présente donc comme une solution pour de nombreux fumeurs, car comme le dit le professeur Georges Ouedraogo, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable. Dans l'actualité également, les villes de la région du Nord connaîtront une amélioration de l'offre en électricité. Un ouvrage de transport d'électricité a été réalisé dans la zone grâce à un financement de l'Agence française de développement à hauteur de plus de 12 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Énergie était à Wayukuya le lundi dernier pour la mise en service officielle de cet ouvrage. Kiswen Sida Irénée Kabouré et Moussaki. Voici les nouvelles installations de l'interconnexion Ouagadougou-Waïguya. Le raccordement est fait depuis le poste des Actuli et sa capacité de transport est estimée à 20 MW. Un chiffre nettement supérieur à la consommation de la région du Nord qui est de 6 MW selon les techniciens de la Sonabel. On a une ligne qui est raccordée à partir des Actuli, du poste des Actuli, qui arrive donc à alimenter toute la région à partir donc de la production de Ouaga. Voilà. Et aujourd'hui, cette ligne est mise en service et elle résout une bonne partie des problèmes de la région du Nord. Elle permet surtout de sécuriser parce que vous savez que fréquemment la ligne 33 kV qui existait entre Waïguya et Ouaga tombait en panne. La France, à travers son agence française de développement, a appuyé l'État burkinabé pour la construction des infrastructures et l'acquisition du matériel dont le montant est estimé à plus de 12 milliards de francs CFA. Nous avons décidé de le financer parce que ça nous paraît être un projet tout à fait nécessaire, indispensable, etc., qui rentre parfaitement évidemment dans les besoins du Burkina Faso, tels qu'ils ont été déclinés par différents plans, puis dernièrement par le PNDES, même si ce projet est antérieur au PNDES évidemment. Et donc ça rentre complètement dans la politique que la France mène au Burkina Faso en matière de coopération pour faciliter le développement de toutes les régions. Une réalisation qui s'étend sur plus de 174 km et qui permet la sécurisation de Boussé et de la région du Nord à partir de la production électrique de la capitale.
Et dans la région du Nord, comme partout au Burkina Faso, c'est demain 1er juin que débute l'examen du BEPC, le brevet d'études du premier cycle. À la veille de cet examen, certains candidats affichent leur sérénité, tandis que d'autres sont toujours dans les dernières révisions. Du côté des centres d'examen, l'on s'attelle pour que cet examen se déroule bien. Constat à Ouagadougou avec Kwale Nebié et Omar Zomri. Plus que quelques heures et Youssouf, élève en classe de 3e, sera enfin confronté aux épreuves du BPC, le brevet d'études du premier cycle. Donc je suis venu regarder ma place pour bien m'assurer que le jour d'examen, je retrouverai ma salle. Pour Youssouf, il n'est plus question d'apprendre ses leçons à un jour de l'examen. Il estime avoir eu assez de temps pour le faire et qu'il est l'heure de laisser le cerveau se reposer pour être d'aplomb demain. Jour J-1, on ne doit plus apprendre les leçons. On doit laisser décanter la tête pour bien se préparer le jour J. Si Youssouf se repose à quelques heures de son examen, Christelle, elle par contre, est en mode révision. Je suis en train de réviser les formules. À l'heure actuelle, là, ce n'est plus bosser, c'est réviser. Puisqu'on sait qu'on a appris depuis les 9 mois, on espère que ça va aller. À jour J-1, repos pour certains, révision et séance de bénédiction pour d'autres. Ça, c'est pour ce qui est de la préparation des élèves. Les parents, eux, ont déjà joué leur partition depuis le début de l'année. Nous n'avons ménagé aucun effort pour mener des campagnes d'information, mais également de sensibilisation à l'endroit donc de tous les parents d'élèves du Burkina Faso à travers les associations donc des parents d'élèves. Pour réussir les examens, chacun se prépare comme il peut avec l'ultime but d'avoir le diplôme du BEPC en poche. Mais pour ce faire, voici quelques conseils pour les candidats. Comme conseil, c'est se préparer pour que demain, il soit à l'heure. Quand on est à l'heure, l'esprit est disposé, on a la tranquillité nécessaire pour affronter l'épreuve. Travailler honnêtement, travailler seul, travailler avec détermination, ne pas céder à la panique et puis se dire qu'on a tout, il n'y a pas de raison, c'est quoi on fait en classe, la même chose. Dans le jury numéro 3 du lycée Philippe Zenda Kaboré, tout est fin prêt. Les épreuves débutent demain à 7 h et les élèves sont convoqués pour 6 h 30, l'heure de l'appel. Voilà, bonne chance aux candidats au BPC session 2017. Intéressons-nous à présent à la campagne agricole humide en cours au Burkina Faso et au cours de laquelle notre pays recevra une bonne quantité de pluie selon les prévisions. Le souhait maintenant, c'est une bonne répartition de cette pluviométrie dans l'espace et dans le temps. Les prévisions ont été présentées aujourd'hui par l'Agence nationale de la météorologie qui annonce également un début précoce et une fin tardive de la campagne agricole humide cette année au Burkina Faso. Amadou Ilboudou et Tanga Kafando. Le Burkina Faso connaîtra une installation précoce et une fin tardive de la campagne saisonnière. Ce sont là les prévisions de l'Agence nationale de la météorologie. L'agence prévoit également des séquences en début de saison plus longues que la moyenne et des séquences plus courtes que la moyenne au moment de la floraison et la maturation. Des prévisions qui annoncent une quantité d'eau importante et obligent des comportements chez les producteurs. Au regard donc du profil de la saison des pluies à venir, nous recommandons aux producteurs en tout cas d'éviter de s'aimer des cultures comme le mil, le maïs dans les bas-fonds et par contre qu'ils exploitent les bas-fonds pour les cultures de riz. Et également nous leur conseillons pour les cultures de mil d'aller beaucoup plus en altitude pour éviter en tout cas les inondations. Et aussi, nous les conseillons, surtout les éleveurs, d'éviter d'amener les animaux au niveau des bas-fonds pour éviter en tout cas les épidémies, les épizooties, comme on aime le dire dans ce domaine. Ces données sont issues du 4e forum des prévisions climatiques tenu du 15 au 19 mai au Ghana. Et pour l'Agence nationale de la météorologie, cet exercice a pour but de permettre aux producteurs d'exploiter les données afin de mieux aborder la saison agricole. On s'attend à une situation humide d'une manière générale sur l'ensemble du territoire avec une situation beaucoup plus prononcée dans la partie sud et centrale et au niveau de notre territoire. Ces informations seront mises à jour en juillet prochain avec l'observation de nouvelles données climatologiques.
Dans l'actualité également, le Fonds de développement culturel et touristique vient d'être lancé au Burkina Faso. Ce fonds est la solution trouvée pour assurer le financement des projets des acteurs culturels et touristiques. Cet appui financier se fera sous forme de subventions et de prêts aux porteurs de projets. Plus de précisions avec Paul David Bambara et Omar Zambri. Désormais, les opérateurs culturels et touristiques n'auront plus à s'en faire pour trouver des financements pour la réalisation de leurs projets. Ils auront à leur côté le FDCT, le Fonds de développement culturel et touristique, pour les accompagner. La problématique du financement des activités de nos opérateurs culturels a été posée depuis très longtemps et on ne peut pas résoudre cette question à travers des actions ponctuelles. Il faut la mise en place d'un mécanisme pérenne et cela trouve sa réponse à travers la mise en place du Fonds de développement culturel et touristique. Cette année, 900 millions de francs CFA ont été mobilisés pour soutenir les initiatives culturelles et touristiques. Mais avant de toucher à ces fonds, il faut satisfaire aux conditions requises. D'abord, il faut être une structure organisée, c'est-à-dire soit une entreprise, soit une association. Pour bénéficier. Donc, d'office, les individus sont exclus en tant que tels. Le Fonds de développement culturel et touristique propose 3 types de services, à savoir des subventions, des prêts et une garantie auprès des banques. C'est vraiment salutaire pour le secteur de la culture et du tourisme de pouvoir accéder à ces 3 niveaux de services que nous offre le fonds. À l'horizon 2021, le Fonds de développement culturel et touristique envisage mobiliser près de 22 milliards de francs CFA pour soutenir les projets. Mais en attendant, le ministre de la Culture appelle tous les amoureux de la culture et du tourisme à mettre la main dans la poche à travers des financements réguliers pour faire du FDCT un fonds viable et pérenne. Le 29 mai dernier était célébrée la Journée internationale des casques bleus. Dans le cadre de cette célébration, le Fonds des Nations Unies a organisé un panel sur les enjeux des opérations de maintien de la paix et la participation du Burkina Faso à ces opérations. On apprend que le Burkina Faso est 7e pays contributeur aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Jean-Eudes Bayala et Oumou Sissi. Le 29 mai de chaque année est célébrée la Journée internationale des casques bleus de l'ONU. Une journée instaurée depuis 2002. Au Burkina Faso, elle est célébrée cette année à travers un panel sur les enjeux des opérations de maintien de la paix et la participation du Burkina. À la date du 30 avril 2017, plus de 100 000 casques bleus sont déployés dans ces opérations de maintien de la paix. C'est de rendre hommage à tous les casques bleus qui interviennent ou qui sont déjà intervenus sur les opérations de maintien de la paix dans le monde. Le deuxième objectif, c'est de saluer la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Et en cela, il suffit de rappeler que rien qu'en 2016, nous avons perdu 117 éléments dans le cadre de maintien de la paix, dont malheureusement 5 éléments burkinabés. Avec plus de 2900 casques bleus, le Burkina Faso est le 7e contributeur de troupes des Nations Unies. À ce niveau même, la GSP n'est pas prise en compte. Et sinon, on ajoutait la GSP. Et vous savez qu'au niveau mondial, notre participation au niveau des GSP, nous tournons autour de la variant, soit première ou deuxième rang mondial de façon permanente. Donc ça veut dire que de façon générale, notre participation est très active et très positive. En plus du personnel en uniforme, des agents civils internationaux interviennent aussi dans les opérations de maintien de la paix. Un mot de l'actualité à l'étranger. Une explosion a fait plus de 90 morts et plus de 300 blessés à Kaboul, en Afghanistan. L'explosion s'est produite ce mercredi matin dans un quartier diplomatique de la capitale afghane. Pour l'heure, aucune revendication n'a été faite après cette attaque. Il est 8h25 à Kaboul. Une voiture vient d'exploser en plein centre du quartier diplomatique, tout près de l'ambassade allemande et du palais présidentiel. Un quartier bondé en cette heure matinale. Immédiatement, toute la zone est bouclée. Les nombreux blessés sont emmenés dans les hôpitaux des alentours. Il y a beaucoup de victimes. L'attaque n'est pas revendiquée dans l'immédiat. Samedi déjà, au premier jour du Ramadan, un attentat à la voiture piégée visait la gare routière de Khost, dans l'est du pays. Un attentat rapidement revendiqué par les talibans. Ces derniers ont annoncé fin avril le lancement de leur offensive de printemps.
Une campagne d'attaques conventionnelles et d'attentats suicides contre les forces étrangères et les infrastructures militaires. Quelques jours plus tôt, ces mêmes talibans avaient déjà revendiqué un assaut contre la base militaire de Mazar-i-Sharif, un assaut ayant fait plus d'une centaine de morts. Mais les talibans ne sont pas les seuls à avoir frappé l'Afghanistan ces dernières semaines. Le 3 mai dernier, un attentat suicide a visé un convoi de troupes étrangères près de l'ambassade américaine à Kaboul. Cette fois, l'attentat a été revendiqué par l'organisation de l'État islamique. Les sanctions de l'Union européenne contre des responsables congolais et la situation des droits de l'homme au Burkina Faso sont entre autres sujets auxquels se sont intéressés les quotidiens de ce mercredi. Voici la revue de presse signée Vincent Tchendrebego. L'histoire des opérations de maintien de paix comptée dans la presse à l'occasion de la journée internationale des casques bleus. Selon Sidoya, tout commence en 1948 avec la première mission de maintien de paix de l'ONU en Palestine. À l'origine, les soldats n'étaient déployés que lorsque les conditions d'un cessez-le-feu étaient obtenues. Mais de nos jours, ces missions entreprennent des opérations de prévention, de rétablissement, d'imposition et de consolidation de la paix, nous explique le journal. Et ajoute qu'à ce jour, plus de 100 000 personnels civils et militaires sont déployés à travers le monde pour 16 opérations de maintien de paix, toujours en cours. Et en analysant la contribution des États, l'Observatoire Palga tire la conclusion que ce sont les moins nantis qui envoient les hommes et les plus riches financent. Et le Burkina Faso, très engagé dans ces opérations, est le 7e contributeur en personnel, soit près de 3000 éléments déployés à la date du 30 avril 2017, ajoute le journal. Le pays ouvre ses colonnes à l'Observatoire de la démocratie et des droits de l'homme et son président Loukman Sawadgo déplore une régression sérieuse en matière de droits de l'homme au Burkina Faso. Il en veut pour preuve l'actualité de Kogluego, les cas de justice sommaire, d'impunité dans la malgouvernance. Et l'État en est responsable en tant que garant de ses droits de par sa puissance publique. Sanctions contre des hauts responsables congolais. L'Union européenne contourne le centre et frappe en périphérie, commente le pays, à propos de la mesure punitive contre les 9 proches de Joseph Kabila. Pour le journal, cette mesure est à saluer d'autant que les personnes visées sont nuisibles à l'intérêt général. Mais et Kabila dans tout ça, s'interroge-t-il? On ne peut pas comprendre que l'UE s'en prenne à du menu fretin et épargne le gros poisson, affirme le pays. Sidouaya se préoccupe avec les Nigérians de la santé du président Bouhari. Ses rendez-vous avec les médecins ont pris une part importante dans son agenda au détriment des affaires publiques. La charge présidentielle requiert le plein d'énergie et Bouhari gagnerait à assumer sa maladie et à s'effacer du pouvoir, commente le journal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 22h30 avec Ruth Bini Ouattara. Merci de votre fidélité à la RTV.